Voilà, donc rapidement, je vous présente un travail qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Bon, ça c'était un peu ralenti, et puis on a failli avoir un étudiant en Master 2 qui a abandonné au bout de 15 jours de Master, donc on recommencera un petit peu plus tard. Donc c'est sur l'entérocoline nécrosante du nouveau-né, donc rapidement, et le rôle de Clostridium, des espèces de Clostridium. Donc rapidement, l'entérocoline du nouveau-né, c'est une maladie qui est très très grave, qui atteint surtout les prématurés, mais pas que les prématurés. Donc c'est quelque chose qui est très critique, puisque ça survient chez 12% de gamins, et on est aux alentours de 30% de mortalité quand même sur les formes d'entérocoline nécrosante, et sur les 70% qui survivent, on a 30% qui ont des retards intellectuels. Donc c'est une maladie qui est grave, avec plusieurs stades. Donc nous, essentiellement, on a travaillé sur les stades 2 et 3. C'est en gros, on travaille quand il commence à avoir des selles hémorragiques. Alors classiquement, on a toujours dit que c'était, pour les pédiatres, quand j'ai commencé à en discuter, eux ils disaient que ça n'était lié qu'à la prématurité et à l'immaturité du tube digestif. Moi, ce qui m'avait choqué à l'époque où j'étais à l'hôpital Nord, donc on avait une grosse maternité, c'est que les prélèvements des gamins pour entérocolite, ils venaient par bouffée, c'est-à-dire on avait pendant 3 semaines, on avait 2-3 prélèvements, et puis pendant 3 ou 4 mois, on n'en voyait plus, et puis ça venait toujours par bouffée. Donc j'en avais parlé j'avais discuté de ça avec les pédiatres. C'est là qu'on avait commencé à faire ce travail sur le microbiote des enfants qui avaient ces pathologies. Or depuis, donc, ça a un peu évolué, et donc il y a plusieurs micro-organismes qui ont été associés aux entérocolines nécrosantes. Alors notamment Clostridium perfringens, il y a un travail, c'est un travail d'ailleurs de métagénomique. Il y a des Américains qui ont fait ça, qui ont montré qu'eux, ils ont trouvé que c'était des Escherichia coli uropathogènes qu'on trouvait. Et puis sinon, les autres équipes, et la plupart finalement maintenant, c'est Clostridium butyricum et Clostridium neonatale. Alors neonatale, ça a été trouvé dans une épidémie qui est survenue au Canada. Après, il y a une autre équipe, notamment sur une cohorte qui avait été faite au Liban, ils ont retrouvé aussi néonatale et nous butyricum. Donc c'était une histoire très ancienne chez des Anglais qui avaient trouvé ça, et puis nous on l'a retrouvé. C'était le travail de test de Nadim. Alors juste pour le microbiote et l'entérocoline nécrosante, et donc le rôle du butyrate. Il faut savoir, le rôle du butyrate, c'est compliqué. Alors, j'en ai déjà discuté avec Mathieu, hein. C'est-à-dire, c'est connu, c'est publié, quoi. C'est-à-dire, à des faibles doses, ça a un effet bénéfique, hein, notamment de maturation des cellules du tube digestif, mais à forte concentration, ça a des effets délétères. Alors, le premier travail sur lequel on a continué, c'était la relation entre l'entérocoline nécrosante et Clostridium butyricum, qui était la suite du travail de Nadim, hein, qui avait bien montré, en fait, qui était un travail qui était à la fois par métagénomique et par culturomique, qui montrait que Clostridium butyricum, on le retrouvait de façon très significative dans les selles du nouveau-né. Alors, c'était un travail qui avait été fait d'abord en métagénomique, et la métagénomique, on n'avait pas vu que c'était Clostridium difficile, il faut être honnête, hein, c'est-à-dire la première analyse, on ne le voyait pas, et c'est quand on a eu les résultats de la culture, on voyait la différence. Quand on allait chercher les rides de butyricum dans les gamins qui avaient l'entérocolite, là on a commencé à les trouver, on a montré cette différence. Alors, ce qu'on avait fait avec Nadim à l'époque, c'est qu'on avait mis une PCR spécifique, donc on a fait une PCR spécifique pour Clostridium butyricum, mais on n'avait pas fait de la culture de tous les cas qu'on avait, si vous voulez. C'est-à-dire, on avait fait, c'était quoi, 10 patients, 10 contrôles en culturomique, et après tout le reste, ça avait été que de la PCR ciblée butyricum. Et donc, ce qu'on a fait après avec Michel Osny, c'est-à-dire qu'on a récupéré tous nos prélèvements de sel, et on est allé chercher la souche de Clostridium butyricum directement en culture. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une technique de choc thermique, c'est-à-dire que le choc thermique, ça permet de tuer tout ce qui n'est pas sporulé, donc on récupère tout ce qui est sporulé, donc a priori les Clostridium, et après ça on a mis ça en culture, on les a identifiés essentiellement par Malditov, et après donc toutes ces souches de Clostridium butyricum, on a fait le génome. Alors bon, la culture, ça a confirmé ce qu'on savait, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fréquent Clostridium butyricum chez les patients que chez les contrôles. Et quand on combine à la fois la PCR et la culture, on voit que la différence est très nettement significative. Alors comme on faisait de la culture, on a profité pour regarder les autres Clostridium qui avaient été mis en cause. Et on voit qu'il n'y en a aucun qui est différent significativement. On voyait le perfringens, le néonatale, le paraputrificum. Alors néonatale, c'était un peu étonnant. Enfin, on sentait qu'il y avait une petite différence, mais c'était à la limite, on va en reparler après. Voilà, parce que bon, celui-là, il était quand même que dans des épidémies. Alors j'ai vu ça
j'ai demandé à Jean-Christophe, j'ai vu avec Saber, cette souche quand même, néonatalée, c'est vraiment associé aux enfants, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas chez les adultes. Donc ils en ont sorti un culturomique, mais c'était que des enfants. Il y en a 3 et c'est que des enfants. Je ne sais pas pourquoi, c'est que les enfants. Donc après, tous ces souches de Clostridium butyricum, on les a séquencées. Donc voilà, c'est toutes les souches qu'on a prises pour faire notre analyse. Donc les génomes, il y avait 42 qui avaient été faits dans ce travail, 16 qui avaient été faits à l'époque par Nadim et Samia Benamar, plus des souches qui ont été isolées en culturomique et 18 autres qui étaient disponibles dans les bases de données. Et donc on voit, vous avez en gris tout ce qui n'est pas des entérocolites. Donc vous voyez que les souches, en fait, elles sont explosées, elles sont éclatées. Et puis, tous nos souches d'entérocolites, vous voyez, elles sont toujours regroupées en clusters. Et là, clairement, si on regarde quelque chose qui est fait sur le temps, c'est-à-dire sur les années, on voit qu'à ce moment-là, il y a eu une épidémie clairement intra-hospitalière dans une unité de soins intensifs néonatales. Alors, vous voyez, celui-là, par exemple, à l'opposé, il est tout perdu au milieu des autres, des souches, les mammouths, même, il y a des souches de mammouths. Mais donc, tout ça, là, c'est des souches de patients, là, la plupart. Et donc, vous voyez que toutes nos souches d'entérocolites, elles sont toujours regroupées, c'est toujours des clusters. Donc ça, ce travail, on l'a publié avec finalement des observations qui ressemblent à ce qu'on a dans la colite à Clostridium difficile, c'est-à-dire c'est associé à la prise d'antibiotiques chez la maman ou chez le gamin. Il y a un portage asymptomatique, c'est-à-dire que les contrôles, ils ont les mêmes souches que ceux qui sont malades dans la même unité de soins intensifs. Il y a une transmission intra-hospitalière. La chose qu'on n'a toujours pas répondu, quand même, c'est la toxine, parce qu'honnêtement, la toxine, on ne l'a pas trouvée. On l'a trouvé bioinformatiquement, mais après on n'a pas réussi à prouver que c'était ça qui était responsable de la toxicité. Donc comme on y était, finalement on a regardé les Clostridium néonatalés, puisqu'on en avait isolé de ces Clostridium néonatalés dans ce travail. Et donc on a refait à peu près le même travail qu'on avait fait pour Butyricum. Alors, le problème de néonatalés, c'est que pour désigner les amorces, on était embêté au départ. C'était parce qu'il y avait une seule souche qui était disponible. Mais nous, comme on a réussi à en isoler d'autres de souches, ça nous a permis de faire le génome, d'aligner tous les RPOB de tous les néonatalés qu'on pouvait avoir. On les a tous alignés. Et à partir de ça, de faire une PCR ciblée, toujours sur le gène RPOB, qu'on garde depuis des années. C'est notre gène fétiche. Et donc on a réussi à avoir une paire de primers qui était spécifique, avec une sonde qui est spécifique de Clostridium néonatalé. Donc vous voyez, ça, sur ce morceau-là, on a fait un petit arbre, on voit bien que c'est bien séparé. Et donc quand on fait la QPCR avec ces amorces-là, en fait, on voit qu'effectivement, on a une différence entre les entérocolites et les contrôles. Alors pourquoi on avait fait ça, quand même, c'était une remarque d'un des reviewers, c'est-à-dire un des reviewers du papier Butyricum, qui nous avait dit vous devriez faire gaffe parce qu'il y a des Clostridium qui se brûlent pas ou qui se brûlent mal. Et donc finalement on a tenu compte de sa suggestion, c'est-à-dire on est allé le chercher en PCR, effectivement il avait raison, c'est-à-dire que probablement le heat shock ça marche pas bien, et récemment on a reçu une entérocolite, un prélèvement d'entérocolite, et on l'a fait en heat shock, on l'a pas sorti, et Lina elle me l'a relancé sans faire le heat shock. Bon, la blessure après il faut sortir toutes les colonies, c'est chiant, mais elle l'a sorti, le néonatalé, donc apparemment c'est un qui se brûle pas bien. Donc on a regardé les génomes de ces néonatalés, bon on n'en a pas beaucoup, mais globalement, quoi, en gros, là c'est tous ceux qui sont de Marseille, vous voyez que ça clusterise toujours pareil, dans la même unité de soins intensifs, ça c'est les souches marseillaises, on a 2 souches qui sont canadiennes. Donc globalement, quand même, c'est toujours un peu la même histoire, quoi. Les souches, elles sont séparées géographiquement, et ça laisse suspecter là aussi qu'il y a une transmission locale. Après, pour cela, il n'y en a pas assez pour dire que c'était intra-hospitalier. Donc il faut faire attention aux formes non sporulées de néonatalés. Donc cette PCR, elle marche bien. Il y a une association avec les entérocolites nécrosantes. Et là, ce serait bien d'avoir des plus larges cohortes, bien sûr, pour travailler, notamment surtout d'avoir des gamins avant qu'ils fassent des entérocolites pour savoir si la détection de Clostridium, on peut prédire la survenue de l'entérocolite nécrosante. Donc ça, c'est le travail qu'on a déposé avec NIM. On espère que ça va être repris. Voilà, je vous remercie.